Oyez un peu, oppressés, humiliés, malmenés, oyez l'histoire de Hop Frog, et réjouissez-vous, car il vous vengera. Oyez aussi un peu, puissant, chef à chiffres, bastonneur incontrôlable, ricaneur invétéré, oyez l'histoire du nain Hop Frog, car si pitié de lui n'aurait pas, du moins apprendrez à le craindre. La lecture du dimanche. Hop Frog est une nouvelle publiée par le douloureux Edgar Allan Poe en 1849 dans le journal Flag of Our Union dans le Massachusetts. Traduite 8 ans plus tard par Baudelaire, on la retrouve dans les nouvelles histoires extraordinaires, en un style aussi précis qu'une horloge et spectaculaire comme ses coups de cloche. Quelque peu fleurie par son traducteur, cette nouvelle nous fait vivre les cruels affronts successifs subis par le nain Hop Frog jusqu'à la goutte de venin qui fait exploser le vase de sa rancœur en une vengeance cauchemardesque et bouffonne. On se retrouve après la lecture de cette histoire extraordinaire pour partager quelques considérations esthétiques. Admiration, bien sûr, mais peut-être aussi quelques critiques. Hop Frog. Je n'ai jamais connu personne qui eut plus d'entrain et qui fut plus porté à la facétie que ce brave roi. Il ne vivait que pour les farces. Raconter une bonne histoire dans le genre bouffon, et la bien raconter, c'était le plus sûr chemin pour arriver à sa faveur. C'est pourquoi ces 7 ministres étaient tous gens distingués par leur talent de farceurs. Ils étaient tous taillés d'après le patron royal. Vaste corpulence, adiposité, inimitable aptitude pour la bouffonnerie. Que les gens engraissent par la farce ou qu'il y ait dans la graisse quelque chose qui prédispose à la farce, c'est une question que je n'ai jamais pu décider. Mais il est certain qu'un farceur maigre peut s'appeler rara vis interis. Quant au raffinement, ou ombre de l'esprit, comme il les appelait lui-même, le roi s'en souciait médiocrement. Il avait une admiration spéciale pour la largeur dans la facétie, et il la digérait même en longueur pour l'amour d'elle. Les délicatesses l'ennuyaient. Il aurait préféré le Gargantua de Rabelais aux Zadig de Voltaire, et par-dessus tout, les bouffonneries en action accommodaient son goût bien mieux encore que les plaisanteries en paroles. À l'époque où se passe cette histoire, les bouffons de profession n'étaient pas tout à fait passés de mode à la cour. Quelques-unes des grandes puissances continentales gardaient encore leurs fous. C'étaient des malheureux bariolés, ornés de bonnets à sonnettes, et qui devaient être toujours prêts à livrer, à la minute, des bons mots subtils, en échange des miettes qui tombaient de la table royale. Notre roi, naturellement, avait son fou. Le fait est qu'il sentait le besoin de quelque chose dans le sens de la folie, ne fût-ce que pour contrebalancer la pesante sagesse des 7 hommes sages qui lui servaient de ministres, pour ne pas parler de lui. Néanmoins, son fou, son bouffon de profession, n'était pas seulement un fou. Sa valeur était triplée aux yeux du roi par le fait qu'il était en même temps nain et boiteux. Dans ce temps-là, les nains étaient à la cour aussi communs que les fous, et plusieurs monarques auraient trouvé difficile de passer leur temps. Le temps est plus long à la cour que partout ailleurs, sans un bouffon pour les faire rire et un nain pour en rire. Mais comme je l'ai déjà remarqué, tous ces bouffons, dont 99 cas sur 100, sont gras, ronds et massifs, de sorte que c'était pour notre roi une ample source d'orgueil de posséder dans Hop Frog, c'était le nom du fou, un triple trésor en une seule personne.
Je crois que le nom de Hop Frog n'était pas celui dont l'avaient baptisé ses parrains, mais qu'il lui avait été conféré par l'assentiment unanime des 7 ministres, en raison de son impuissance à marcher comme les autres hommes. Dans le fait, Hop Frog ne pouvait se mouvoir qu'avec une sorte d'allure interjectionnelle, quelque chose entre le saut et le tortillement, une espèce de mouvement qui était pour le roi une récréation perpétuelle et naturellement une jouissance. Car nonobstant la proéminence de sa panse et une bouffissure constitutionnelle de la tête, le roi passait aux yeux de toute sa cour pour un fort bel homme. Mais bien que Hop Frog, grâce à la distorsion de ses jambes, ne pût se mouvoir que très laborieusement dans un chemin ou sur un parquet, la prodigieuse puissance musculaire dont la nature avait doué ses bras, comme pour compenser l'imperfection de ses membres inférieurs, le rendait apte à accomplir maints traits d'une étonnante dextérité quand il s'agissait d'arbres, de cordes ou de quoi que ce soit où l'on pût grimper. Dans ces exercices-là, il avait plutôt l'air d'un écureuil ou d'un singe que d'une grenouille. Je ne saurais dire précisément de quel pays Hop Frog était originaire. Il venait sans doute de quelque région barbare dont personne n'avait entendu parler, à une vaste distance de la cour de notre roi. Hop Frog et une jeune fille, un peu moins naine que lui, mais admirablement bien proportionnée et excellente danseuse, avaient été enlevés à leurs foyers respectifs dans des provinces limitrophes et envoyés en présent au roi par un de ses généraux chéris de la victoire. Dans de pareilles circonstances, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'une étroite intimité se fût établie entre les 2 petits captifs. En réalité, ils devinrent bien vite 2 amis jurés. Hop Frog, qui bien qu'il se mît en grands frais de bouffonnerie, n'était nullement populaire, ne pouvait pas rendre à Trippetta de grands services. Mais elle, en raison de sa grâce et de son exquise beauté de naine, elle était universellement admirée et choyée. Elle possédait donc beaucoup d'influence et ne manquait jamais d'en user en toute occasion au profit de son cher Hop Frog. Dans une grande occasion solennelle, je ne sais plus laquelle, le roi résolut de donner un bal masqué. Et, chaque fois qu'une mascarade ou autre fête de ce genre avait lieu à la cour, les talents de Hop Frog et de Trippetta étaient à coup sûr mis en réquisition. Hop Frog, particulièrement, était si inventif en matière de décoration, de type nouveau et de travestissement pour les bals masqués, qu'il semblait que rien ne pût se faire sans son assistance. La nuit marquée pour la fête était arrivée. Une salle splendide avait été disposée sous l'œil de Trippetta, avec toute l'ingéniosité possible pour donner de l'éclat à une mascarade. Toute la cour était dans la fièvre de l'attente. Quant aux costumes et au rôle, chacun, on le pense bien, avait fait son choix en cette matière. Beaucoup de personnes avaient déterminé les rôles qu'elles adopteraient une semaine ou même un mois d'avance. Et en somme, il n'y avait d'incertitude ni indécision nulle part. Excepté chez le roi et ses 7 ministres. Pourquoi hésitait-il ? Je ne saurais le dire. À moins que ce ne fût encore une manière de farce. Plus vraisemblablement, il leur était difficile d'attraper leur idée à cause qu'ils étaient si gros. Quoi qu'il en soit, le temps fuyait, et comme dernière ressource, ils envoyèrent chercher Trippetta et Hop Frog. Quand les 2 petits amis obéirent à l'ordre du roi, ils le trouvèrent prenant royalement le vin avec les 7 membres de son conseil privé. Mais le monarque semblait de fort mauvaise humeur. Il savait que Hop Frog craignait le vin, car cette boisson excitait le pauvre boiteux jusqu'à la folie. Et la folie n'est pas une manière de sentir bien réjouissante.
Mais le roi aimait ses propres charges et prenait plaisir à forcer Hop-Frog à boire et, suivant l'expression royale, à être gai. « Viens ici, Hop-Frog, » dit-il, comme le bouffon et son ami entraient dans la chambre. « Avale-moi cette rasade à la santé de vos amis absents. » Ici, Hop-Frog soupira. « Et serre-nous ton imaginative. Nous avons besoin de type, de caractère, mon brave, de quelque chose de nouveau, d'extraordinaire. Nous sommes fatigués de cette éternelle monotonie. Allons, bois, le vin allumera ton génie. » Hop-Frog s'efforça, comme d'habitude, de répondre par un bon mot aux avances du roi. Mais l'effort fut trop grand. C'était justement le jour de naissance du pauvre nain. Et l'ordre de boire à ses amis absents fit jaillir les larmes de ses yeux. Quelques larges gouttes amères tombèrent dans la coupe pendant qu'il la recevait humblement de la main de son tyran. « Ha 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 !» rugit ce dernier, comme le nain épuisait la coupe avec répugnance. « Vois ce que peut faire un verre de bon vin. Et tes yeux brillent déjà ?» Pauvre garçon! Ses larges yeux étincelaient plutôt qu'ils ne brillaient, car l'effet du vin sur son excitable cervelle était aussi puissant qu'instantané. Il plaça nerveusement le gobelet sur la table et promena sur l'assistance un regard fixe et presque fou. Ils semblaient tous s'amuser prodigieusement du succès de la farce royale. « Et maintenant, à l'ouvrage !» dit le Premier ministre, un très gros homme. « Oui, dit le roi, allons, Hop-Frog, prête-nous ton assistance. Des types, mon beau garçon, des caractères. Nous avons besoin de caractères. Nous en avons tous besoin. Et comme ceux-ci visaient sérieusement au bon mot, ils firent tous sept chorus au rire royal. Hop-Frog rit aussi, mais faiblement, et d'un rire distrait. « Allons, allons, dit le roi impatienté. Est-ce que tu ne trouves rien ? Je tâche de trouver quelque chose de nouveau, répéta le nain d'un air perdu, car il était tout à fait égaré par le vin. « Tu tâches » cria le tyran férocement. « Qu'entends-tu par ce mot ? Ah, je comprends. Vous boudez, et il vous faut encore du vin. Tiens, avale ça. » Et il remplit une nouvelle coupe et la tendit toute pleine au boiteux, qui la regarda et respira comme essoufflé. « Bois, te dis-je » cria le monstre. « Ou par les démons !» Le nain hésitait. Le roi devint pourpre de rage. Les courtisans souriaient cruellement. Trippetta, pâle comme un cadavre, s'avança jusqu'au siège du monarque, et, s'agenouillant devant lui, elle le supplia d'épargner son ami. Le tyran la regarda pendant quelques instants, évidemment stupéfait d'une pareille audace. Il semblait ne savoir que dire, ni que faire, ni comment exprimer son indignation d'une manière suffisante. À la fin, sans prononcer une syllabe, il la repoussa violemment, loin de lui, et lui jeta à la face le contenu de la coupe pleine jusqu'au bord. La pauvre petite se releva du mieux qu'elle put, et n'osant pas même soupirer, elle reprit sa place au pied de la table. Il y eut, pendant une demi-minute, un silence de mort, pendant lequel on aurait entendu tomber une feuille, une plume. Ce silence fut interrompu par une espèce de grincement sourd, mais rauque et prolongé, qui sembla jaillir tout d'un coup de tous les coins de la chambre. « Pourquoi faites-vous ce bruit ?» demanda le roi, se retournant avec fureur vers le nain. Ce dernier semblait être revenu à peu près de son ivresse
et regardant fixement mais avec tranquillité le tyran en face, il s'écria simplement « Moi ? Moi ? Comment pourrait-ce être moi ?» « Le son m'a semblé venir du dehors, » observa l'un des courtisans. « J'imagine que c'est le perroquet à la fenêtre, qui aiguise son bec au barreau de sa cage. »« C'est vrai, » répliqua le monarque, comme très soulagé par cette idée. « Mais sur mon honneur de chevalier, j'aurais juré que c'était le grincement des dents de ce misérable. » Là-dessus, le nain se mit à rire. Le roi était un farceur trop déterminé pour trouver à redire au rire de qui que ce fût, et déploya une large, puissante et épouvantable rangée de dents. Bien mieux, il déclara qu'il était tout disposé à boire autant de vin qu'on voudrait. Le monarque s'apaisa. Et Hop-Frog, ayant absorbé une nouvelle rasade, sans le moindre inconvénient, entra tout de suite et avec chaleur dans le plan de la mascarade. « Je ne puis expliquer, observa-t-il fort tranquillement, et comme s'il n'avait jamais goûté de vin de sa vie, comment s'est faite cette association d'idées. Mais juste après que votre majesté eut frappé la petite et lui eut jeté le vin à la face, juste après que votre majesté eut fait cela, et pendant que le perroquet faisait ce singulier bruit derrière la fenêtre, il m'est revenu à l'esprit un merveilleux divertissement. C'est un des jeux de mon pays, et nous l'introduisons souvent dans nos mascarades. Mais ici, il sera absolument nouveau. Malheureusement, ceci demande une société de 8 personnes, et nous sommes 8 !» s'écria le roi, riant de sa subtile découverte. « 8 juste, moi et mes 7 ministres. Voyons, quel est ce divertissement ? » « Nous appelons cela, dit le boiteux, les 8 orang-outans enchaînés. Et c'est vraiment un jeu charmant quand il est bien exécuté. Nous l'exécuterons, dit le roi, en se redressant et abaissant les paupières. La beauté du jeu, continua Hop-Frog, consiste dans l'effroi qu'il cause parmi les femmes. Excellent, rugirent en chœur le monarque et son ministère. C'est moi qui vous habillerai en orang-outan, continua le nain. Fiez-vous à moi pour tout cela. La ressemblance sera si frappante que tous les masques vous prendront pour de véritables bêtes. Et naturellement, ils seront aussi terrifiés qu'étonnés. « Oh, c'est ravissant !» s'écria le roi. « Hop-Frog, nous ferons de toi un homme. » Les chaînes ont pour but d'augmenter le désordre par leur tintamarre. Vous êtes censé avoir échappé en masse à vos gardiens. Votre majesté ne peut se figurer l'effet produit dans un bal masqué par 8 orang-outans enchaînés que la plupart des assistants prennent pour de véritables bêtes, se précipitant avec des cris sauvages à travers une foule d'hommes et de femmes coquettement et somptueusement vêtus. Le contraste n'a pas son pareil. « Cela sera, dit le roi. » Et le conseil se leva en toute hâte, car il se faisait tard, pour mettre à exécution le plan de Hop-Frog. Sa manière d'arranger tout ce monde en orang-outan était très simple, mais très suffisant pour son dessein. À l'époque où se passe cette histoire, on voyait rarement des animaux de cette espèce dans les différentes parties du monde civilisé, et comme les imitations faites par le nain étaient suffisamment bestiales, et plus que suffisamment hideuses, on crut pouvoir se fier à la ressemblance. Le roi et ses ministres furent d'abord insinués dans des chemises et des caleçons de tricot collant. Puis on les enduisit de goudron. À cet endroit de l'opération, quelqu'un de la bande suggéra l'idée de plumes. Mais elle fut d'abord rejetée par le nain, qui convainquit bien vite les 8 personnages par une démonstration oculaire que le poil d'un animal tel que l'orang-outan était bien plus fidèlement représenté par du lin. En conséquence, on en étala une couche épaisse par-dessus la couche de goudron. On se procura alors une longue chaîne. D'abord, on la passa autour de la taille du roi, et on l'y assujettit. Puis autour d'un autre individu de la bande, et on l'y assujettit également. Puis successivement autour de chacun de la même manière. Quand tout cet arrangement de chaîne fut achevé, en s'écartant l'un de l'autre aussi loin qu'au possible, ils formèrent un cercle.
et pour achever la vraisemblance, Hop Frog fit passer le reste de la chaîne à travers le cercle, en 2 diamètres, à angle droit, d'après la méthode adoptée aujourd'hui par les chasseurs de Bornéo, qui prennent des chimpanzés ou autres grosses espèces. La grande salle dans laquelle le bal devait avoir lieu était une pièce circulaire, très élevée, recevant la lumière du soleil par une fenêtre unique, au plafond. La nuit, c'était le temps où cette salle trouvait sa destination spéciale. Elle était principalement éclairée par un vaste lustre, suspendu par une chaîne au centre du châssis, et qui s'élevait ou s'abaissait au moyen d'un contrepoids ordinaire, mais pour ne pas nuire à l'élégance, ce dernier passait en dehors de la coupole et par-dessus le toit. La décoration de la salle avait été abandonnée à la surveillance de Trippetta, mais dans quelques détails, elle avait probablement été guidée par le calme jugement de son ami le nain. C'était d'après son conseil que pour cette occasion le lustre avait été enlevé, l'écoulement de la cire, qu'il eût été impossible d'empêcher dans une atmosphère aussi chaude, aurait causé un sérieux dommage aux riches toilettes des invités qui, vu l'encombrement de la salle, n'auraient pas pu tous éviter le centre, c'est-à-dire la région du lustre. De nouveaux candélabres furent ajustés dans différentes parties de la salle, hors de l'espace rempli par la foule, et un flambeau, d'où s'échappait un parfum agréable, fut placé dans la main droite de chacune des cariatides qui s'élevaient contre le mur, au nombre de 50 ou 60 en tout. Les 8 orang-outans, prenant conseil de Hop Frog, attendirent patiemment, pour faire leur entrée, que la salle fût complètement remplie de masques, c'est-à-dire jusqu'à minuit. Mais l'horloge avait à peine cessé de sonner qu'ils se précipitèrent, ou plutôt qu'ils roulèrent tous en masse, car empêchés comme ils étaient dans leur chaîne, quelques-uns tombèrent et tous trébuchèrent en entrant. La sensation parmi les masques fut prodigieuse et remplit de joie le cœur du roi. Comme on s'y attendait, le nombre des invités fut grand, qui supposèrent que ces êtres de mine féroce étaient de véritables bêtes, d'une certaine espèce, sinon précisément des orang-outans. Plusieurs femmes s'évanouirent de frayeur, et si le roi n'avait pas pris la précaution d'interdire toutes les armes, lui et sa bande auraient pu payer leurs plaisanteries de leur sang. Bref, ce fut une déroute générale vers les portes. Mais le roi avait donné l'ordre qu'on les fermât aussitôt après son entrée, et d'après le conseil du nain, les clés avaient été remises entre ses mains. Pendant que le tumulte était à son comble, et que chaque masque ne pensait qu'à son propre salut, car en somme, dans cette panique et cette cohue, il y avait un danger réel. On aurait pu voir la chaîne qui servait à suspendre le lustre et qui avait été également retirée, descendre jusqu'à ce que son extrémité, recourbée en crochet, fût arrivée à 3 pieds du sol. Peu d'instants après, le roi et ses 7 amis, ayant roulé à travers la salle dans toutes les directions, se trouvèrent enfin au centre et en contact immédiat avec la chaîne. Pendant qu'ils étaient dans cette position, le nain, qui avait toujours marché sur leurs talons, les engageant à prendre garde à la commotion, se saisit de leur chaîne à l'intersection des 2 parties diamétrales. Alors, avec la rapidité de la pensée, il y ajusta le crochet qui servait d'ordinaire à suspendre le lustre. Et en un instant, retiré comme par un agent invisible, la chaîne remonta assez haut pour mettre le crochet hors de toute portée et conséquemment enleva les orang-outans tous ensemble, les uns contre les autres et face à face. Les masques, pendant ce temps, étaient à peu près revenus de leur alarme, et comme ils commençaient à prendre tout cela pour une plaisanterie adroitement concertée, ils poussèrent un immense éclat de rire en voyant la position des singes. « Gardez-les-moi » cria alors Hop Frog, et sa voix perçante se faisait entendre à travers le tumulte. « Gardez-les-moi! Je crois que je les connais, moi. Si je peux seulement les bien voir, moi, je vous dirai tout de suite qui ils sont. » Alors, chevauchant des pieds et des mains sur les têtes de la foule, il manœuvra de manière à atteindre le mur, puis, arrachant un flambeau à l'une des cariatides, il retourna, comme il était venu, vers le centre de la salle, bondit avec l'agilité d'un singe sur la tête du roi et grimpa de quelques pieds
après la chaîne, abaissant la torche pour examiner le groupe des orang-outans et criant toujours « Je découvrirai bien vite qui ils sont !» Et alors, pendant que toute l'assemblée, y compris les singes, se tordait de rire, le bouffon poussa soudainement un sifflement aigu. La chaîne remonta vivement de 30 pieds environ, tirant avec elle les orang-outans terrifiés qui se débattaient et les laissant suspendus en l'air entre le châssis et le plancher. Hop Frog, cramponné à la chaîne, était remonté avec elle. Il gardait toujours sa position relativement aux 8 masques, rabattant toujours sa torche vers eux, comme s'il s'efforçait de découvrir qui il pouvait bien être. Toute l'assistance fut tellement stupéfiée par cette ascension qu'il en résulta un silence profond, d'1 minute environ. Mais il fut interrompu par un bruit sourd, une espèce de grincement rauque, comme celui qui avait déjà attiré l'attention du roi et de ses conseillers, quand celui-ci avait jeté le vin à la face de Trippetta. Mais dans le cas présent, il n'y avait pas lieu de chercher d'où partait le bruit. Il jaillissait des dents du nain, qui faisait grincer ses crocs, comme s'il les broyait dans l'écume de sa bouche et darradait des yeux étincelants d'une rage folle vers le roi et ses 7 compagnons dont les figures étaient tournées vers lui. « Ah ah !» dit enfin le nain furibond. « Ah ah ! Je commence à voir qui sont ces gens-là maintenant !» Alors, sous prétexte d'examiner le roi de plus près, il approcha le flambeau du vêtement de lin dont celui-ci était revêtu, et qui se fondit instantanément en une nappe de flammes éclatantes. En moins d'1 demi-minute, les 8 orang-outans flambaient furieusement au milieu des cris d'une multitude qui les contemplait d'en bas, frappée d'horreur et impuissante à leur porter le plus léger secours. À la longue, les flammes jaillissant soudainement avec plus de violence contraignirent le bouffon à grimper plus haut sur sa chaîne, hors de leur atteinte. Et pendant qu'il accomplissait cette manœuvre, la foule retomba, pour un instant encore, dans le silence. Le nain saisit l'occasion et prit de nouveau la parole. « Maintenant, dit-il, je vois distinctement de quelles espèces sont ces masques. Je vois un grand roi et les 7 conseillers privés, un roi qui ne se fait pas scrupule de frapper une fille sans défense, et ces 7 conseillers qui l'encouragent dans son atrocité. Quant à moi, je suis simplement Hop Frog, le bouffon, et ceci est ma dernière bouffonnerie. » Grâce à l'extrême combustibilité du chanvre et du goudron auquel il était collé, le nain avait à peine fini sa courte harangue que l'œuvre de vengeance était accomplie. Les 8 cadavres se balançaient sur leurs chaînes, masse confuse, fétide, fuligineuse, hideuse. Le boiteux lança sa torche sur eux, grimpa tout à loisir vers le plafond et disparut à travers le châssis. On suppose que Trippetta, en sentinelle sur le toit de la salle, avait servi de complice à son ami dans cette vengeance incendiaire, et qu'ils s'enfuirent ensemble vers leur pays, car on ne les a jamais revus. Comme promis, voici maintenant quelques considérations esthétiques. Tout d'abord, je vous invite à admirer la simplicité et l'harmonie globale de l'intrigue. La nouvelle entière ondule, puis claque, comme le fouet d'un dompteur. Une tension, l'injustice subie par le nain, un premier mouvement, poussé et poussé, jusqu'à ce qu'elle éclate et se résolve dans une détonation brutale. Telle est la simplicité de l'intrigue. Non moins admirable, la subtilité des engrenages émotionnels mis en mouvement. L'exil des 2 nains, l'amitié jurée, le boire à ses amis absents et l'ingéniosité macabre de Hop Frog. Cela se sent, cela touche, et touche juste. Enfin, admirable, résonnent les motifs fascinants, mémorables, quasi mystiques qui parsèment cette œuvre. Les larmes qui coulent dans le vin, le grincement de dents prétendu d'un perroquet, et bien sûr, la farce goudronneuse des 8 orang-outans suspendus qui meurent en brûlant. Malgré tant d'admiration,
Une chose demeure qui me fait grincer des dents et qui, ce me semble, empêche toute élévation vers la joie, comme le pouvait permettre Le vin des chiffonniers, le poème Midi qu'on a lu les semaines passées. Et cette chose se cache à l'échelle de la phrase. On peut sentir dans les phrases de Poe une préciosité, un refus de la symétrie qui fait songer à Hoffmann ou à Flaubert, et un besoin de toute explicité qui refroidit l'œuvre. Et si Baudelaire écrivait, en parlant d'un tableau, que celui-ci avait la grâce et l'inconsistance d'une improvisation, on peut bien dire que Hobfrog a souvent la disgrâce et la consistance d'une œuvre que l'excès de travail a dégradée. Relisons quelques lignes pour illustrer ce propos. Hobfrog s'efforça, comme d'habitude, de répondre par un bon mot aux avances du roi, mais l'effort fut trop grand. C'était justement le jour de naissance du pauvre nain, et l'ordre de boire à ses amis absents fit jaillir les larmes de ses yeux. Vous ne trouvez pas ce style outrageusement cartésien au regard de cette situation étouffante? C'est peindre une flamme avec un pinceau de glace. Si cette nouvelle ne permet sûrement pas un accès au sublime, elle reste une œuvre de bonne compagnie. Et le narrateur, quelque maniaque qu'il soit, se transforme, au bout de quelques lectures, de quelques contes, en une figure familière, sympathique, au bout de quelques lectures, de quelques contes, quand la gaucherie de son intelligence nous devient agréable. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine lecture du dimanche, je vous invite à vous abonner à la chaîne des frères Michel et à cliquer sur la petite cloche. Bisous.